Ouais, bah, Julien, bah, déjà, c'est vrai que je l'ai même pas dit. Bah, merci d'être avec moi là pour quelques moments parce que c'est toujours intéressant, je pense, de pouvoir échanger sur les domaines autour de la performance et de l'entraînement des sportifs. Mais je te remercie, ravi d'être avec toi. C'est top, c'est impeccable. Alors, est-ce que tu peux contextualiser, tu sais, ton métier de psychologue du sport, en quoi ça consiste, quel est ton champ d'intervention, et pour avoir un peu plus de détails sur ton métier et voilà, ton environnement de travail? C'est une bonne première question puisque, quand on parle de psychologie du sport, il est fréquent que quand on rencontre des acteurs, que ce soit des sportifs eux-mêmes, des entraîneurs, des cadres techniques nationaux, qui savent peu ou pas définir ce que c'est que la psychologie du sport et comment un intervenant en psychologie du sport fonctionne. Donc la psychologie du sport, c'est l'application au domaine du sport des grandes théories, des grandes connaissances, des grands principes de la psychologie. En d'autres termes, ça veut dire qu'on va chercher à appliquer l'ensemble des connaissances, l'ensemble des recherches, l'ensemble des topics qui ont été produits dans la psychologie avec un grand P, et on va venir piocher dans toutes ces grandes connaissances théoriques pour l'appliquer au domaine du sport. Exemple, quand on parle, par exemple, quand on parle de cohésion dans une équipe, de cohésion sociale, de cohésion opératoire, ce sont deux choses différentes, hein. La cohésion sociale, c'est est-ce que les joueurs de l'équipe ils sont contents de se retrouver pour aller jouer un match et est-ce qu'ils sont contents ensuite de se retrouver après match pour voilà pour fêter la victoire, ce qui est différent de la cohésion opératoire. La cohésion opératoire, c'est est-ce que dans l'adversité sur le terrain, lorsqu'il y a des difficultés, est-ce que les joueurs sont capables de trouver des solutions et adopter des comportements, par exemple, d'entraide et de soutien. Et quand on parle, par exemple, de cohésion, ça, c'est des travaux qui sont issus de la psychologie sociale. Lorsqu'on parle, par exemple, d'imagerie mentale, on va aller piocher dans tous les travaux qui ont été faits en psychologie cognitive. Lorsqu'on parle de couplage perception-action, c'est des travaux qui sont issus de la psychologie cognitive. Voilà, donc avoir en tête que, au final, un psychologue du sport, c'est un professionnel qui applique aux domaines du sport les grandes connaissances, les grandes théories qui sont les grandes recherches, les grands travaux qui sont issus de la psychologie. Dans la psychologie du sport, on a 3 champs d'intervention principaux. Le premier champ, ça va être tout ce qui est l'après-carrière, l'accompagnement du sportif dans son projet de reconversion. Souvent, on parle même de petites morts de l'athlète, et c'est vrai que ce sont pour certains des périodes qui sont un peu douloureuses, c'est-à-dire qu'ils passent voilà, d'un statut de joueur professionnel avec des niveaux de rémunération qui sont associés, avec une reconnaissance à un statut, à recommencer toute autre chose dans lequel, au final, tout ça vole en éclats. Donc ça, c'est un sujet, la psychologie du sport, l'accompagnement à la reconversion. Personnellement, c'est pas un sujet que je travaille. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est l'optimisation de la performance. C'est-à-dire comment, permettre à un athlète, à une équipe, de développer la meilleure version de lui-même. Donc ça, c'est un sujet que je travaille puisque ça occupe à peu près, je dirais 90 de mon temps. Et le troisième grand sujet, c'est autour de l'accompagnement de l'athlète blessé. Comment permettre à un athlète de mieux vivre des périodes de blessure et comment surtout permettre à un athlète de revenir plus vite et dans les meilleures dispositions pour son retour au jeu. Et ça, c'est un sujet que je travaille et qui va occuper à peu près 10% de mon temps. Voilà ce que je peux te dire sur la psychologie du sport. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah oui, tout à fait. Pour moi, c'était même, au-delà puisque, là, je me rends compte qu'il y a des champs auxquels, j'avais pas pensé personnellement. Tu vois que Mhm. tu interviens à tout temps de la vie du sportif, finalement et puis dans des champs très vastes et si je peux résumer, j'ai l'impression que tu es un interprète des concepts et connaissances, psychologiques pour les cadres de terrain, qui sont les joueurs et les entraîneurs, pour qu'on puisse, appliquer voilà, toutes les connaissances qu'on a, dans ces domaines-là. Ouais, exactement. Bah, disons que, en tout cas, moi, ma manière de travailler, c'est celle-ci. C'est-à-dire que ce que je mets en application sur le terrain avec les joueurs, avec les athlètes, ne sont qu'une modélisation ou qu'une application des dernières publications et recherches scientifiques qu'on peut faire dans différents domaines, que sont la cognition, que sont la perception, que sont l'imagerie mentale, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que il faut aussi un peu sécuriser les choses. C'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces aspects psychologiques, qui se posent des questions parfois dans des transitions de carrière professionnelle d'aller vers le coaching. Et on voit beaucoup aujourd'hui de formations et qui, pour certaines même, sont certifiantes. Et c'est là où moi, ça me questionne et avec des confrères, ça nous questionne, c'est que aujourd'hui, il y a des formations où en 40 heures, on obtient, soi-disant, un
diplôme ou un pseudo-diplôme de préparateur mental. Je crois qu'il faut être hyper vigilant parce qu'en fait, quand on applique la psychologie du sport, il faut savoir que l'athlète, il nous confie quand même ce qu'il a de plus cher, hein, c'est sa psyché, et qu'avec la psyché, il faut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il faut parfaitement connaître les sujets sur lesquels on va travailler, le cadre théorique, où est-ce que l'on va, comment, quand l'athlète, il vous fait tel type de réponse qu'on appelle le tableau clinique, est-ce que c'est normal ou pas, est-ce qu'on est bien dans des choses qu'on connaît ou pas. Et ça nécessite des années d'études et ça nécessite également d'être toujours à la page des dernières publications, des dernières recherches sur ces sujets. Je te donne un exemple. Il y a quelques temps, j'ai un entraîneur de basket qui a coaché assistant pro A, puis ensuite qui a été en centre de formation et qui, post-Covid, comme beaucoup d'entraîneurs se sont intéressés à ces aspects psychologiques. Alors, c'est pas qu'ils s'y intéressaient pas auparavant, mais c'est que là, ils avaient le temps. Ils ont fait des formations sur le sujet. Et donc, je me souviens très bien, une fois, donc je descends dans ce centre de formation, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, on déjeune ensemble. Il me dit, ah, si tu vas, c'est super. Là, on a abordé la question de la motivation de l'athlète. Bah, je dis, mais c'est très bien. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Il me dit, bah, on a appris à faire passer un questionnaire. Maintenant, je suis capable de savoir dans mon équipe qui est motivé, qui ne l'est pas. Voilà. Je dis, bah, c'est très bien, mais ça veut dire quoi être motivé ou pas être motivé? Voilà, donc déjà, première question, c'est que dans ces formations, quand on parle de motivation à l'accomplissement, c'est très cadré. C'est la théorie de l'autodétermination de Deci et de Ryan, dans lequel ils vont pointer et différencier deux types de motivation, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire je joue au basket pour le plaisir, pour que je ressens lorsque je joue, par rapport aux connaissances que j'apprends. Mais je peux aussi jouer au basket pour des raisons qui sont beaucoup plus de l'ordre du registre extrinsèque, c'est-à-dire pour l'argent, pour le statut, pour la reconnaissance que cela me confère. Donc déjà, ça, il y avait un trou dans la raquette. Tu vois. Déjà, ils n'abordent pas Ouais. ces questions-là. Et puis d'autre part, je lui pose la question, je dis, bon, mais c'est très bien, ton équipe, elle est, semble-t-il, tu me dis qu'elle est motivée. Il me dit, oui, elle est motivée. Et puis il me dit, bah, la semaine prochaine, je vais approfondir, et puis je te ferai un retour sur comment est motivée mon équipe, soit plutôt intrinsèque ou extrinsèque. Donc j'ai trouvé la démarche très bien, c'est-à-dire que quelque part, il a creusé, et puis il a cherché à comprendre dans son questionnaire, de voir qu'il pouvait aussi avoir une ventilation voilà, de la motivation, et de regarder quelle était la propension de joueurs qui étaient motivés intrinsèquement, et quelle était la proportion de joueurs qui étaient motivés intrinsèquement. Donc il revient la semaine d'après, on se voit, il dit bah, c'est super, mais je dis bah, maintenant, comment tu agis et comment tu peux amener une modification en fait des motivations des joueurs de ton équipe. Et là, il me dit en fait, je sais pas. Et en fait, dans ces Ouais. formations, si tu veux, ils vont ils vont très vite sur des outils parce que le stagiaire a besoin de ressortir là avec des outils, mais on en oublie là, c'est un aspect fondamental qui est la connaissance du cadre théorique. Et en fait, comment on agit sur les motivations? On va pouvoir agir par ce qu'on appelle le climat motivationnel. C'est-à-dire que l'entraîneur, bien entendu, a la possibilité, de par ce qu'il met en place au quotidien dans ses procédés d'entraînement, de modifier ou d'orienter les motivations de ses joueurs. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout connaissance, qui n'avait pas été traité en formation, mais c'est central. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien beau de savoir que ton équipe, où lui et lui, il est motivé comme ça, mais comment tu agis dessus? Parce que l'enjeu, c'est ça, c'est comment je peux, une équipe qui est très motivée, par exemple, de manière extrinsèque, mais c'est une équipe qui va pas du tout être dans les apprentissages, qui va pas du tout être dans les comportements d'entraide, de soutien, qui va beaucoup plus être dans des dynamiques individuelles, de scoring, uniquement de victoire, etc. Donc l'enjeu, c'est que si l'entraîneur il pense que c'est nécessaire, notamment dans un centre de formation, d'être dans les apprentissages, ce qui, moi, me paraît fondamental, alors il faut agir sur ce qu'on appelle le climat motivationnel et proposer au quotidien, dans les procédés d'entraînement, c'est dans des exercices, des jeux, des situations qui vont petit à petit amener à une modification des orientations motivationnelles du joueur. Voilà. Mais ça, ça nécessite effectivement quelque part des années d'études et puis surtout une connaissance approfondie des cadres théoriques, des sujets qu'on travaille. Voilà. Et pour moi, ça, c'est gage de sécurité. Oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire dans ton exemple, puisque c'est vrai que pour nous, c'est bien de pouvoir faire un diagnostic. Maintenant, en tant qu'entraîneur, c'est comme tu l'as si bien dit, je pense, c'est comment est-ce qu'on agit sur l'athlète qu'on a, le groupe qu'on a, voilà, qu'est-ce qu'on fait du passage du théorie à la pratique, quoi. Et ça, c'est Mm. vrai que je me suis mis dans le cas de ton exemple et j'avais pas la réponse non plus avant que tu nous la donnes, quoi. Donc, Ouais. Et tu vois, ça, c'est important parce que des fois,
On a aussi, alors en quoi le sujet des motivations, par exemple à l'accomplissement, est un sujet intéressant pour un entraîneur? C'est tout simplement, que parfois on a des conflits, latents ou des conflits qui vont, émerger dans la relation entraîneur-entraîné, du fait d'une non prise en compte par l'entraîneur des orientations motivationnelles de leurs joueurs. Je m'explique, Mmh. dans un groupe de joueurs, tu vas avoir, effectivement des joueurs qui sont beaucoup plus orientés vers, gagner, donc vers la motivation, extrinsèque et eux, quelque part, s'ils sont que là-dedans, mais les apprentissages, ils y sont moins. Donc eux, ce qu'ils vont aimer, c'est des jeux de performance, c'est des oppositions, c'est des oppositions à thème ou alors tout simplement c'est une opposition, type match, voilà, à l'entraînement. Ouais. Inversement, si tu as des joueurs qui sont orientés, ce qu'on appelle vers la tâche, avec un niveau de motivation intrinsèque, qui eux ont envie de progresser, d'apprendre, et cetera, eux, ils vont être aux petits oignons si l'entraîneur, en place leur propose, des contenus d'entraînement énormément basés sur, les apprentissages, sur la connaissance d'eux-mêmes, sur travailler et apprendre des systèmes, répéter des gestes techniques, et cetera. Sauf que dans une équipe, en fait, souvent, tu as 2 populations qui se mélangent. C'est-à-dire que Mmh. tu as des populations qui vont être plutôt orientées vers, gagner, voilà, la perf et d'autres qui vont beaucoup être plus, être centrées sur, des objectifs, en lien avec la tâche, donc la progression, les habiletés, les apprentissages. Si l'entraîneur n'est pas capable, entre guillemets, quand je dis n'est pas capable de détecter ça n'est pas capable de détecter quelles sont les orientations motivationnelles de ses joueurs, alors il s'expose rapidement à des formes de conflits latents. C'est-à-dire que si l'entraîneur, lui, dans sa manière d'entraîner, est très orienté sur les apprentissages, alors il va se couper d'une partie de son équipe, à savoir ceux qui sont très orientés vers la performance. Inversement, si c'est un entraîneur qui est très orienté vers la perf, alors il va se couper à un moment donné d'une partie de ses joueurs qui, eux, sont orientés, très orientés autour de la tâche. Pourquoi je dis se couper? C'est qu'en fait, il faut comprendre que si on reprend la question des motivations à l'accomplissement, c'est-à-dire que chez un joueur, une activité qui va répondre aux besoins d'autonomie, d'affiliation et de compétences va générer des émotions positives chez le joueur et ces émotions positives vont l'amener en fait à perdurer et à s'inscrire dans le processus et dans le cadre qui est proposé par l'entraîneur. Donc tu vas me dire, quelque part, la recette, c'est quoi? Quand on ne sait pas et si on ne sait pas évaluer les orientations motivationnelles, mais quelque part, pour essayer de toucher tout le monde, mais quand on a connaissance de ça, c'est de se dire que au cours d'une séance d'entraînement, pour toucher tout le monde, en fait, il faut toucher toutes les orientations motivationnelles et donc proposer, effectivement des situations qui vont être très orientées autour des apprentissages et puis aussi proposer des situations qui vont être très orientées autour du jeu, de la performance. Voilà un exemple, par exemple, d'une application pratique de en quoi c'est intéressant de connaître la théorie, par exemple, de l'autodétermination ou les connaissances théoriques sur la motivation pour être au quotidien en capacité de proposer un cadre qui va permettre au plus grand nombre, à l'ensemble de ces joueurs, de s'inscrire dans le projet d'équipe et dans le projet d'entraîneur. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui me paraît important, moi qui ai un peu de connaissances, théoriques dessus, sur ces 2 aspects motivationnels que tu viens d'évoquer, je me dis que c'est assez clivant de toute manière, donc ça me paraît important au cours d'une saison de pouvoir garder tout le monde et de pouvoir faire avancer tout le monde, ensemble en tous les cas. Avec le peu de Mmh. connaissances que j'ai, oui, je serais parti sur ce que tu dis, je pense, Mmh. d'essayer de voilà, d'alterner. L'alternance, elle est hyper importante parce que d'une part, elle est nécessaire, au bon fonctionnement de l'ensemble du groupe et permet aussi d'une part d'être un garde-fou de la monotonie, des processus, d'apprentissage qui sont proposés par un coach. Parce que c'est vrai que quand on a un coach très orienté autour de l'apprentissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque entraînement, il va passer beaucoup de son temps à repositionner le pied, à repositionner le coude, l'orientation des hanches, l'orientation des épaules, à reprendre chaque joueur, le prendre par le maillot, lui dire qu'il faut qu'il soit là, et cetera. Mais si dans son équipe, il a une surreprésentation de joueurs qui, eux, ce qu'ils ont envie que d'une chose, voilà, c'est de gagner, c'est de faire des jeux dans lesquels on gagne, et très vite, en fait, le coach va perdre le contact et va perdre la crédibilité et va perdre l'adhésion de ses joueurs parce que le climat motivationnel qu'il propose n'est pas en adéquation avec, la population qu'il a dans son équipe. Voilà. Donc comme tu le disais très justement, quelque part, pour se parer à ça, ça veut dire qu'il doit y avoir de la diversité dans les processus, d'apprentissage et dans le climat motivationnel qui est proposé par l'entraîneur et qu'un entraîneur qui varie au cours un même entraînement
parfois des jeux de performance et des situations, des exercices sur les apprentissages, et ben on est sûr qu'en fait, il va toucher l'ensemble de ses joueurs. Ouais, ça, c'est une donnée importante, malgré tout, quand on reste une, 2, voire 3 saisons, ça me paraît fondamental aussi, de pouvoir toucher tout le monde dans tous les cas, puisqu'on est amené à travailler plusieurs saisons. Exactement. Tu sais, pour rebondir sur l'apprentissage, alors, comment est-ce qu'un être humain ou un joueur, apprend? Si tu as quelques infos dessus, je pense que oui, puisqu'on a eu plusieurs théories, sur, plusieurs modèles psychologiques d'apprentissage. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais me dire dessus, sur comment est-ce qu'on fait apprendre et comment est-ce qu'on fait s'adapter à un être humain? Bah, en fait, c'est un vaste, sujet. Déjà, qui dit apprentissage, dit répétition. Voilà, donc ça, c'est un point qui est important. On apprend, on développe des programmes moteurs généralisés et on les affine et on devient expert d'un programme que par la répétition. Voilà, donc ça, il y a premièrement, c'est que qui dit apprentissage dit répétition. Ensuite, dans l'apprentissage, chaque sujet a des canaux d'apprentissage qui vont être différents. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, des joueurs qui sont beaucoup plus sensibles au canal visuel, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre par l'observation. Donc, ces joueurs-là, il faut être capable aussi d'intégrer cette dimension théorique. C'est que quand on veut faire apprendre quelque chose, il faut se dire qu'il faut toucher l'ensemble des sens. Donc, savoir qui est plutôt visuel, qui apprend plutôt par la perception, la proprioception, qui apprend plutôt par la visualisation, ça, c'est difficile à évaluer lorsqu'on n'a pas les outils, mais ça veut dire que l'entraîneur doit se dire que déjà, je dois essayer de transmettre et de faire apprendre en touchant un maximum de sens et de canaux sensoriels. Voilà. Donc, ça veut dire, un, donc répéter, deux, apprendre en montrant. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par observation, hein. C'est des travaux qui ont été menés par Bandura, etc., qui ont démontré toute leur efficacité. Apprendre aussi parce qu'on entend. Je veux dire, on peut très bien, par exemple, sur un mouvement, tiens, un step back, il y en a qui vont porter une attention particulière à ce qu'ils voient, c'est-à-dire qu'ils vont venir positionner leur regard pour déclencher le step back. Et puis, il y en a d'autres, en fait, qui vont être beaucoup plus sur, par exemple, le rythme et la musique qui est générée par les appuis sur le step back. Donc, ça peut être intéressant d'apprendre le mouvement aussi en demandant à la personne de porter une attention à par exemple, ce qu'elle entend. Ça peut être aussi Mmh. ce qu'elle ressent. Tu vois, par exemple, quand on prend les aspects du shoot, l'aspect kinesthésique est hyper important. C'est-à-dire que quand je shoot, qu'est-ce que je ressens? Quand j'amène une modification de mon shoot, qu'est-ce que je ressens? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut apprendre ou modifier un apprentissage, c'est important de travailler sur l'ensemble des sens, ce que j'étais en train de te dire, donc le canal Ouais. visuel, le canal proprioceptif, le canal même vestibulaire et le canal kinesthésique. Voilà ce que je pourrais te dire. Et puis aussi utiliser, quand je parle de kinesthésique, c'est aussi les capteurs podaux, et cetera. Donc pour moi, il y a cette notion de répétition et il y a cette notion de faire apprendre en touchant et en balayant l'ensemble du registre des sens. Et on le voit bien, je veux dire, quelqu'un qui, si un entraîneur, en fait, il explique chez des jeunes enfants, le shoot uniquement, sur le canal auditif, c'est-à-dire qu'il va expliquer comment shooter en récitant, en fait, une poésie sur le tir, mais peut-être que pour certains, ça va leur parler, mais ceux qui Mmh. fonctionnent beaucoup plus sur le canal visuel, ça va pas leur parler. Donc ce qui est important, en fait, c'est que quand on veut faire apprendre quelque chose, c'est, d'essayer de transmettre, en fait, des consignes, des données qui, font appel et qui font appel à l'ensemble des sens et donc qui vont toucher l'ensemble de mes individus. Et donc si j'ai un joueur qui est plutôt visuel et si je montre, lui, ça va lui parler. Si j'ai un joueur qui fonctionne plutôt sur le canal, auditif et que je suis capable de dire: voilà, sur un step back, voilà ce que vous devez entendre au niveau des sons, au niveau des appuis», lui, ça va lui parler. Voilà, ce sont des exemples. Voilà, donc il y a cette question de répétition. Alors après c'est d'autres sujets, hein, qu'on pourrait discuter sur la répétition dans le basket. Voilà, pour moi, par exemple, je trouve, hein, que par exemple, sur le foot aujourd'hui, de ce que je vois, du monde, sportif du basket français, c'est qu'on est beaucoup trop sur la répétition, notamment sur du haut niveau. C'est-à-dire qu'on a des entraîneurs effectivement qui ont été formés à eux-mêmes à répéter, 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 donc 5, 3, 4, 5, 10 shoots par spot et qui au final, lorsqu'ils vont prendre, plus tard des équipes, vont continuer à entraîner comme ça et même au niveau professionnel, on se retrouve parfois avec des joueurs qui shootent, 20 ballons par spot et ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont devenir meilleurs shooters.
Alors pour moi, Mmh. c'est une hérésie complète parce que il faut avoir en tête que la répétition, c'est intéressant quand on est dans une logique justement d'apprentissage ou de modification ou de correction technique. Donc, c'est l'exemple type d'un match. Alors, pour peut-être qu'on comprenne mieux, si on prend un joueur de golf, tu vois, le joueur de golf Ouais. qui part, qui a un swing parfait, qui est bien dans le plan, qui va aller jouer à l'Oklahoma, là, en Écosse, qui va prendre du vent, tu vois, dans la tête pendant 4 jours, ben forcément, à un angle gauche-droite, forcément que le joueur, il va apprendre, en fait, durant ces 3-4 jours, enfin, durant ces 3-4 jours de tournoi, il va être obligé de compenser. Mais inconsciemment ou consciemment, il va modifier son swing. C'est-à-dire que si le vent, il arrive de la gauche vers la droite, et s'il veut être capable de la tenir, la balle sur le fairway, bah, forcément qu'il va se mettre à sortir les balles encore plus à gauche. Et donc, ça va pas lui empêcher, au contraire, de faire un bon tournoi. Donc, on est dans la logique où le joueur, il fait un super tournoi et puis il reprend un billet d'avion, il part en Italie. Là, il arrive en Italie, les conditions sont parfaites, il y a pas un pet de vent et le mec, il Mmh. va faire quoi? Il va sortir que des balles à gauche, donc ça sera injouable. C'est-à-dire que il va faire des mauvais coups. Donc en fait, l'enjeu, faut bien comprendre que la répétition, elle a pour objectif d'amener en fait à modifier ou recaler un geste, un swing, un armé, un release de poignet chez le basketteur. Et donc pour faire ça, la répétition est importante. C'est-à-dire que notre joueur revient d'Écosse, il va aller voir son entraîneur, et puis là l'entraîneur va le remettre dans le plan, c'est-à-dire il va lui refaire taper des balles, ils vont revenir sur des fondamentaux, le grip, l'alignement, la posture. Bah, le genre de basket, quelque part, après un match, la répétition, elle est intéressante dans les 2-3 premiers jours qui ont suivi le match parce que forcément que le joueur, il a dû s'adapter, il y avait une pression défensive, parfois il a pris des shoots en position de déséquilibre, donc il a dû compenser et adapter en fait sa mécanique de shoot par rapport à la cible et par rapport aux situations qu'il avait. Après, parfois, si on prend des garçons, voilà, qui sont des experts du shoot, ou eux, on leur ouvre des shoots, au final, eux, ils ont peut-être moins besoin de revenir à ces aspects répétition, parce qu'en fait, quand ils ont des shoots ouverts, ils ont peu ou pas à modifier la mécanique de swing. Mais eux, on va les exclure ces jours-là. Mmh. Donc la répétition a pour vocation, en fait, de quelque part, d'amener des corrections. Et donc répéter et faire 5 shoots, par exemple, par spot, c'est intéressant lorsqu'on souhaite, en fait, apporter des petites modifications ou recaler un armé, ce que je te disais au niveau du shoot. Mais si l'enjeu, c'est de travailler sur la performance, alors me semble-t-il, s'entraîner comme ça ne répond pas à l'enjeu de performance. Pourquoi? Parce qu'un entraînement, la définition de l'entraînement, c'est quoi? C'est reproduire les exigences de la situation de compétition. À quel moment un joueur de basket, il a 5 ou 10 shoots au même endroit, sur le même spot, à 120 pulsations en match? La réponse, Ouais. c'est jamais. Donc ça veut dire que si on s'entraîne comme ça, si le joueur s'entraîne comme ça, ou si ce qui est proposé par l'entraîneur pour faire progresser ses joueurs sur le shoot, c'est des grilles de shoot avec je ne sais combien de shoots par spot, de mon point de vue, ce qui est proposé ne permet pas aux joueurs d'être performants en match. C'est-à-dire que ce qui est proposé en termes de contenu ne répond pas aux exigences de la situation de compétition. C'est quoi la situation de compétition? C'est j'ai un shoot, un spot, je suis à 180 pulsations minute. Voilà. Donc si je veux être performant en match parce que j'ai un shoot, un spot et à 180, eh ben, c'est du bon sens. Ça veut dire il faut s'entraîner avec un spot, un shoot à 180 pulsations minute. Voilà. C'est comme un coureur de 10 bornes qui veut faire 33 minutes au 10 bornes et qui jamais travaille ses allures ou jamais ne travaille de la VMA à 20 ou 21, entre 19 et 21 km/h. C'est illusoire de penser que le jour de la compétition, il va être capable de courir, de faire le 10 bornes en 32 minutes, par exemple. Oui, c'est vrai Voilà. que tu du bon sens comme tu dis. Ça me paraît être du bon sens. Voilà. Donc, pourquoi je te disais ça? Bah, c'était tout simplement, bah, de dire que dans les apprentissages, il y a les apprentissages effectivement où bien modifier la répétition, c'est intéressant. Mais il y a aussi, l'apprentissage de la situation de compétition et qu'à un moment donné, quand on veut être performant en situation de compétition, il faut proposer un cadre aux joueurs qui reproduisent les exigences de la situation de compétition. Voilà. Et donc faire un jeu de performance tout simplement avec 5 spots et un ballon par spot et de regarder combien le joueur est capable d'en mettre à 180 pulsations minute, on est dans l'apprentissage aussi. Voilà, on est dans l'apprentissage de se préparer à mettre un ballon dans le cercle à haute intensité et donc d'être capable de gérer en fait euh, une intensité qui est haute, un niveau de tension musculaire qui est fort et malgré tout de garder un certain niveau de motricité fine pour mettre la balle dans le cercle.
Voilà. Oui. Donc c'était aussi une façon de te dire, bah oui, il y a comment on apprend les apprentissages, mais l'apprentissage, c'est pas que l'apprentissage technique. Il y a aussi l'apprentissage de la situation de compétition. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Oui, non, tout à fait, hein, on parle de plus en plus, à mon sens, hein, dans ce que je lis, de contextualiser les éléments techniques et la situation, arrive de plus en plus à être prise en compte, hein, le contexte et tout Mmh. ça, donc ça me paraît important ce que tu dis et puis oui, oui, je vois tout à fait les situations de shooting, on doit en mettre 50, sur un spot sans contrainte, Tout dépend de l'objectif. Tout dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'est d'amener le joueur à dire: «Bah, tu as 50 shoots là, à ce poste-là, mais souviens-toi ce qu'on travaille actuellement, c'est ton release au poignet. Donc porte ton attention à chaque fois que tu shootes sur ton release au poignet». Alors oui, la situation de 50 shoots par spot peut répondre à cet objectif-là. Si l'objectif, c'est d'amener le joueur à être plus performant en termes d'adresse en match sur ce spot-là, alors me semble-t-il que la situation pédagogique qui est proposée ne répond pas à l'objectif. C'est comme, on voyait beaucoup parfois des entraîneurs qui font du 5 contre 0 et cetera. Moi, de mon point de vue, je veux dire, quand est-ce qu'on est 5 contre 0 sur un terrain de basket? Jamais. pas très fréquent. Voilà, mais ça, c'est des processus qui se reproduisent parce qu'on a vu faire, parce que certains faisaient ça, puis l'entraîneur a eu un entraîneur qui lui disait faire ça, et puis cet entraîneur, à un moment donné, se retrouve à gravir tous les échelons jusqu'au Pro A, et puis on va faire du 5 contre 0, quoi. Alors le 5 contre Ouais. 0, voilà, c'est pareil, hein, si l'objectif, c'est effectivement de limiter l'impact de la charge d'entraînement et de répéter des systèmes parce on est dans des phases d'apprentissage, d'appropriation ou de modification de système. Et donc, c'est important que toute l'équipe se rappelle bien de qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce que doit faire chaque joueur dans telle situation. Pourquoi pas? Voilà. Mais si l'objectif, c'est de gagner en efficience et en fluidité dans le système, alors me semble-t-il, le 5 contre 0 ne répond pas à cet objectif-là. Enfin, je crois qu'il faut toujours se poser la question à un moment donné, c'est de questionner ce qu'on fait et c'est quoi l'objectif? Et est-ce que ce qu'on propose répond bien à l'objectif? Ouais. Oui, oui, C'est la base. oui, oui, de le mettre dans le sens, ce que je cherche à faire et comment je le fais. Voilà, et donc c'est pour ça je pense qu'aujourd'hui, tu vois, ben, quand on parle d'apprentissage, parlons tiens de l'apprentissage de la communication. Hem, Ouais. bon, la communication, dans la communication, il y a la communication verbale, il y a la communication non verbale, il y a ce qu'on est capable d'exprimer par des gestes, par une posture, et cetera. C'est pareil, je veux dire quand on regarde la proie, bon, il y a des salles où c'est un peu chaud, bah, Limoges, c'est une salle, alors c'est pas parce que je suis de Limoges, mais c'est vrai que Vauban, c'est une salle, mythique, c'est une salle qui résonne. Au Portel, voilà, c'est une salle aussi où il y a de l'ambiance et puis il y en a aussi d'autres. Mais il y a un moment donné, je veux dire, si une équipe, ne travaille pas ces systèmes de communication, dans des ambiances chaudes, je vois pas comment on peut être efficient dans des ambiances, brûlantes. Je veux dire, si à un moment donné, on joue une compétition internationale, qu'on joue de l'Euroleague et que, on doit se déplacer, à la Pioneer Arena à Belgrade, je pense que c'est illusoire de penser que, on peut être performant si on n'a pas travaillé dans des conditions de perturbation auditive fortes. Voilà. Pour moi, c'est illusoire. Je veux dire, mettre un shoot quand il y a 60 décibels ou mettre un shoot quand on est hué qui a 90 décibels, on sait que, les sifflets, les cris, se faire huer, lorsque c'est très fort, crée ce qu'on appelle des perturbations auditives, des artefacts auditifs qui vont avoir un impact sur la prise, de décision et donc qui va avoir un impact sur la réalisation motrice. Donc c'est pareil, c'est des choses qu'on voit quasiment jamais, s'entraîner, avec, dans des clubs pro avec, une sono avec 90 décibels où les shooters ou les joueurs qui sont censés prendre les shoots vont s'entraîner dans ces conditions-là, c'est peu fréquent. En Russie, par exemple, en volley-ball, si vous regardez, Kevin Ngapet, bah, l'entraîneur, c'est ce qu'il met en place. C'est-à-dire qu'il prépare ses joueurs à l'environnement, à l'hostilité, que communiquer, de dire: «Ouais, ouais, poste 3 et cetera», quand on est, 5 sur le parquet ou 8 et que, quand il y a 60 000 spectateurs, bah, en fait, il faut changer de canal de communication. Donc les apprentissages, c'est ça aussi, c'est de se dire: «Comment je peux, aussi préparer, mon groupe, mon équipe, à être dans les meilleures dispositions par rapport à l'environnement qu'ils vont rencontrer». Et si on rencontre un environnement où il va y avoir beaucoup d'hostilité, beaucoup de bruit, et cetera, et qu'on travaille pas, c'est-à-dire qu'on met pas ces joueurs dans ces conditions-là, je crois que c'est illusoire de penser qu'on peut aller gagner comme ça à la Pioneer Arena, à Belgrade. Voilà.
Ouais, puis pour en dire dessus, on a Andrea Trinchieri qui, quand il a signé à Kaunas, il a justement sorti ces stats-là en disant que, aux Partisans et à Kaunas, là, il y a quelques semaines, il avait, alors c'était dans l'autre sens qu'il avait remarqué ça, mais statistiquement, il était, je crois, 30 plus performant qu'à domicile avec ses équipes, qu'à l'extérieur. Donc je pense que ça peut avoir, un impact aussi sur l'équipe qui reçoit et qui est habituée à ces conditions, comme tu dis. Mais c'est vrai que Ouais, c'est un aspect qu'on voit peu dans le basket, en tous les cas, la gestion des décibels et de l'hostilité de la salle, de mon expérience, on le voit peu. ouais, exactement. Or, pour moi, on est dans l'apprentissage, c'est fondamental. C'est-à-dire comment on apprend, ben, si on veut être performant dans des conditions avec beaucoup d'hostilité, et ben, il faut proposer des conditions d'apprentissage de l'hostilité. Donc, bah, l'idée, c'est pas de faire venir 4 000 supporters, mais aujourd'hui, voilà, on a des moyens où on peut passer des bandes audio, et cetera, et mettre, ses joueurs, son groupe dans des conditions d'hostilité. Bah, et c'est intéressant parce que forcément que ça amène à modifier aussi les canaux de communication. C'est-à-dire que la parole à 4 000, ça peut encore passer. À 40 000, la parole, en fait, on n'est pas entendu. Donc si on a développé aussi l'équipe n'a développé que ça comme moyen de communication, et ben, le jour où elle se retrouve dans cette situation-là, elle sera en difficulté. Parce que le canal de communication préférentiel, dans cette situation-là, avec 40 000 ou 50 000 supporters, ne fonctionne pas. Or, si l'entraîneur a cette hauteur et vue d'esprit et se dit que, au regard des clubs qu'il va jouer, de la saison qu'il va avoir joué, il y aura beaucoup d'hostilité et donc il faut varier aussi les canaux de communication, alors il peut proposer des cadres d'expression à l'entraînement dans lequel il va créer des perturbations auditives et il va amener ses joueurs à travailler d'autres modes de communication. Et donc là, on est bien, une nouvelle fois, pour répondre à ta question, dans l'apprentissage aussi. Oui, qui est contextuel, complètement, et ce point de vue est intéressant, et puis comme tu le disais, je pense par tradition, en tout cas, on maintient des pratiques, on en explore peu d'autres, peut-être, et c'est vrai que c'est intéressant de prendre de la hauteur et de se poser la question, donc merci d'avoir répondu Ouais. parce que c'est vrai que Bah, ouais, je crois que, tu vois, pour terminer, je crois qu'on peut être en fait, un entraîneur ne peut pas faire l'économie de se dire: «Quel est dans ce que je propose, quel est mon objectif?» Voilà, et donc de questionner sa pratique. C'est-à-dire que souvent, il va avoir tendance à revenir sur des procédés d'entraînement, sur des situations, qu'il répète et cetera, et se poser la question: «Mais est-ce que ce que je propose répond bien à mon objectif?» Donc la question qui est fondamentale, à mon avis, c'est celle-ci, hein, c'est que pour faire bien apprendre, il faut se poser cette question-là. Qu'est-ce que je veux faire apprendre et est-ce que ce que je veux faire apprendre, la situation que je propose répond bien à l'objectif que je me suis fixé? Est-ce que dans ce que je veux faire apprendre, la situation que je propose balaie bien l'ensemble des sens, donc des canaux d'apprentissage? Et je pense oui, que c'est déjà, l'entraîneur répond à ces 2 questions, alors on est bien dans l'apprentissage. On est sûr que tout le monde va pouvoir être en capacité d'apprendre et à la même vitesse. qui plus est dans un contexte, et une situation, qui existe et qu'on rencontre, en compétition. Exactement. Ouais, Voilà, c'est et c'est là où tu vois, je trouve que le basket, français, c'est pas un jugement, hein, c'est un constat, et a encore beaucoup, beaucoup de travail à réaliser dans la formalisation de ses contenus d'entraînement. Quand on voit, par exemple, quand on compare ce qui est fait à la Fédération française de foot, alors tu vas me dire que c'est pas les mêmes moyens, certes, il y a pas le même nombre de licenciés, certes, mais en fait, ils ont poussé dans la formation des entraîneurs, ils ont conçu des modules d'entraînement qui, moi, je considère, c'est du haut niveau, et pour les avoir passés moi-même parce que j'ai été, et suis éducateur en foot. Voilà, en foot, un éducateur, lorsqu'il rentre en parcours de formation, on rentre sur des choses qui sont tout de suite très, très précises. Les processus d'apprentissage, les invariants, les variants. En foot, il faut avoir, en tête, ils ont développé 3 procédés d'entraînement que tu retrouves des U6, jusqu'à l'équipe de France de foot, ce qu'on appelle des exercices. Donc l'exercice, l'idée, c'est de répéter, bien entendu, enfin d'apprendre et de répéter un geste ou des exécutions motrices, donc ça s'appelle l'exercice. Ensuite, il y a les situations de jeu. La situation, c'est un zoom particulier sur, une action de jeu, et enfin, on a les jeux. Voilà, et un éducateur, dès le plus jeune âge, il doit, au cours de sa séance, en fonction des catégories qu'il a, mixer, en fait, les différents procédés d'entraînement, par exemple, un jeu, une situation, un exercice, un jeu, ou alors un exercice, une situation, un exercice, une situation, un jeu, et tout ça, c'est en fait, voilà, c'est normé.
Et je trouve que c'est une richesse implacable parce qu'ils ont même été jusqu'à formuler des livrets dans lesquels, par exemple, en U13, alors si je prends U13 en foot, tu vas avoir des repères pour l'entraîneur. C'est-à-dire que globalement, en foot, tu as deux grandes orientations. Tu as j'ai la balle, j'ai pas le ballon. Donc quand on a la balle, quand on n'a pas le ballon. Et au regard de quand j'ai la balle, qu'est-ce que je vais chercher à faire en termes de principe de jeu? Est-ce que je vais chercher, par exemple, ce que je veux travailler aujourd'hui, c'est élargir les espaces de jeu? Est-ce que je veux apprendre, par exemple, à mes joueurs à, par exemple, casser des lignes, c'est-à-dire trouver des joueurs positionnés dans les intervalles, c'est-à-dire un joueur qui est positionné dans un couloir libre entre deux lignes de joueurs. Et par rapport à ça, par rapport à ces thèmes, tu vas retrouver des exercices, des jeux et des situations qui répondent en fait à la problématique que tu souhaites travailler. Et moi, je trouve, pour avoir discuté avec certains entraîneurs de basket et leur avoir présenté et montré ce que faisait la Fédération française de football, moi, j'ai la sensation que la Fédération française de football est effectivement très en avance dans la formalisation des procédés d'entraînement par rapport au basket. Bah là, c'est l'impression que ça me fait tout de suite et c'est ce que j'entendais il y a quelques années aussi, que la DTN de foot avait une bonne dizaine d'années d'avance. Mmh. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut comme constat. Maintenant, oui, là, factuellement, de ce que tu me dis, c'est vrai qu'avec tout l'échange qu'on a eu sur les différents types de motivation, le fait de normer exercice, situation, jeu, ça me paraît pouvoir répondre à tout le monde. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez poussé, que ça soit, enfin, voilà, autant normé et autant diffusable auprès des entraîneurs. Ouais, Intéressant, ouais, je vais me pencher sur la question pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils proposent ça, en tout cas. ouais. Bah, je pourrais t'aider, hein, j'en ai plein des livrets. Ouais, ouais, c'est... Non, non, ça me dit bien. Je vois de Voilà. la façon d'aborder les choses pour les différentes catégories. Ouais, ouais, ça me dit bien de voir ça. Ouais, et puis tu vois, pour chaque procédé d'entraînement, par rapport au thème que tu travailles, exemple, élargir les espaces de jeu, bah, tu vas avoir 10 jeux qui te sont proposés par rapport à ce thème, 10 situations qui te sont proposées et 10 exercices, par exemple. Donc, ça veut dire que au sein de ta séance, si aujourd'hui le thème de ta séance c'est élargir les espaces de jeu, et ben tu vas pouvoir tout au long de ta séance avoir le même fil conducteur, tu vois, et donc proposer un exercice, une situation, un jeu, revenir à un exercice, puis se terminer par un jeu qui répondent bien au thème de ta séance. Et tout est mentionné, c'est dans le carnet, tu as le nombre de joueurs qu'il te faut, tu as le zoning des espaces avec les maîtres, où est-ce que tu dois mettre les coupelles, comment tu dois animer le jeu, quel est l'objectif du jeu. Ensuite, quelles sont les variantes, c'est-à-dire dans un jeu, bah, il y a le début du jeu, puis ensuite je le fais évoluer. Donc les variantes, par exemple, ça va être de réduire le nombre de touches de balle chez les joueurs. La deuxième variante, ça va être par exemple bah, que pour marquer un point, il faut avoir déjà touché 10 joueurs avoir touché 10 joueurs avec la balle, 10 partenaires, puis ensuite finir. Enfin bon, bref, et donc tout est vachement bien expliqué. Alors certes, je trouve qu'il y a quand même un décalage entre guillemets, la population qu'on va retrouver sur le bord des terrains le week-end dans ces catégories-là et les contenus. C'est-à-dire que je trouve que les contenus sont quand même hyper ambitieux et pour moi, avoir fait des formations, bon, certes, j'étais comme un poisson dans l'eau parce que ça référait à la première partie de mes études à la faculté des sports, mais j'ai trouvé que c'était quand même des formations de haut niveau et que bah, l'éducateur qui souhaite se lancer et qui n'a pas forcément ce background, ces connaissances-là, il peut lui être aussi vite en difficulté. Voilà, donc c'est quand même aussi, je trouve, une formation qui est assez élitiste, mais je pense que le basket aurait intérêt à aller regarder un peu s'ouvrir ce qui se passe, notamment du côté du foot. Je veux dire, quand on parle de data aujourd'hui, de tracking, système catapulte, etc., tout ça, ça vient du foot, hein. Voilà, tout ça, ça vient du foot et je pense qu'il faut quelque part continuer à aller voir ce qui se passe du côté du foot parce qu'effectivement le foot est en avance, me semble-t-il, sur la compréhension des déterminants de la performance par rapport au basket actuel. D'accord, oui. C'est toujours intéressant aussi pour prendre de la hauteur, de se comparer ou de s'intéresser à différentes pratiques, à mon sens aussi. C'est vrai que tu vois, j'avais pas connaissance de ça et ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir comment est-ce que Bah, c'est je crois que pratique. je crois que ce qui est important dans le parcours de formation d'un entraîneur, c'est d'aller voir ce qui se passe un peu ailleurs que dans son sport, en fait. Et ce que je dis souvent, c'est l'entraîneur, il est dans son aquarium avec voilà, ses joueurs, son équipe, son président, des gens qu'il connaît depuis longtemps, etc. Et à un moment donné, ce qui est bien, c'est de sortir et de regarder ce qui se passe dans l'aquarium. Et à un moment donné, pour donc ce qu'on appelle prendre de la hauteur,
prendre de la hauteur, c'est aussi aller questionner sa pratique et aller voir ce qui se passe dans d'autres disciplines. Voilà. Donc moi, j'invite quelque part, si on a des entraîneurs curieux, c'est de prendre contact avec le club de foot qui évolue à un niveau correct, à un niveau régional, et puis de demander s'il peut venir assister à une séance avec l'entraîneur, et puis échanger sur les pratiques. Je crois que la richesse des échanges, la richesse du partage, la richesse de la confrontation des idées, je pense que ça n'a pas de prix dans la progression d'un entraîneur. Et aller discuter sur pourquoi un entraîneur il conduit une séance comme ça, comment elle est construite, par rapport à quel objectif, forcément, ça va amener l'entraîneur de basket à se questionner sur sa pratique et inversement. Donc ça peut être du foot, ça peut aller voir ce qui se passe aussi en hand, ça peut être d'aller voir ce qui se passe en rugby, mais en tout cas, je crois qu'il faut, quand on est entraîneur, qu'on est ouvert d'esprit, il faut questionner sa pratique, il faut aller voir ce qui se passe à côté. C'est comme ça qu'on enrichit ces séances au quotidien, quoi, et qu'on gagne en expertise. Je te rejoins tout à fait sur et l'ouverture d'esprit et le partage des idées, qu'elles soient théoriques ou pratiques. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais hâte qu'on discute depuis l'été dernier. Je me disais, bon, il faudrait quand même qu'on puisse prendre un peu de temps pour échanger parce que non seulement c'est quelque chose qu'on n'explore pas, comme je te disais, dans les formations fédérales, pas assez à mon sens, dans le basket. Ouais, notre échange là, et puis c'est en constante évolution, j'ai l'impression. Donc, tant qu'on s'intéresse et comme tu disais, qu'on veut rester à la page, ça me paraît important de pouvoir se documenter ou échanger ou tout un tas de choses autour de concepts. Et Ouais, il y a ça, et puis je pense qu'il faut pas se cacher aussi derrière, tu vois, on évoquait tout à l'heure les aspects perception-action, où on pense que pour faire du travail cognitif, il faut absolument la grosse armada de matériel. Pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que, tiens, on va pas parler de basket, parce que comme ça permet de prendre un peu aussi de hauteur, mais si on prend l'exemple du foot, moi, je sais que dans ma manière d'entraîner, d'éduquer les garçons que j'ai eus pendant 3 saisons et que j'ai amenés au plus haut niveau de la catégorie d'âge, j'avais comme fil conducteur, en fait, la prise d'information et de décision dans tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire amener mes gamins, je dis mais, hein, tu vois, j'ai encore du mal à oui, couper oui, oui. le lien, mais j'avais pour principe, et j'ai eu pour principe pendant 3 ans, donc je les ai pris en U11, j'ai fait U11, U12, U13, et ensuite ils sont montés en l'équivalent de Minime France dans un petit club qui avait jamais fait ça, dans lequel au départ on m'a dit: «On n'a jamais réussi à faire ça, tu n'y arriveras jamais», et au bout de 3 ans, avec une population qui était pas du tout triée, on a battu tous les centres de formation des clubs professionnels et les gamins sont arrivés au plus haut niveau. Mais moi, le fil conducteur, c'était comment je peux intégrer ma prise d'information et de décision dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais. Et donc, ça m'a demandé énormément de travail, hein. Quand je te dis ça, je m'en souviens très bien. Mon premier été, c'est 6 semaines, 8 heures par jour à travailler, à créer mes contenus, etc. Et pourtant, j'avais des bases, des livrets de la Fédération française de foot. Mais par exemple, tu vois, quand on fait des exercices de motricité, et ben, le premier niveau, c'est faire de la motricité, c'est super. La motricité, c'est indispensable. On voit bien qu'un bon joueur, c'est un joueur qui va être capable de faire la différence sur les 2 premiers appuis. Qu'il fasse du foot, du basket, c'est la même chose. Si sur les 2 premiers appuis, tu es capable de passer l'épaule, alors c'est gagné, tu as ce temps d'avance. Donc, on fait de la motricité, la coordination, de la dissociation. On peut intégrer ça avec du travail en double tâche. Donc, vous, j'imagine, échelle de rythme avec un ballon, une balle de basket, une balle de tennis. Je pense que c'est intéressant aussi de changer de référentiel. C'est-à-dire quand on veut aussi travailler la motricité, il faut changer de taille de référentiel. Et nous, ce que je faisais avec mon assistant, c'est de dire, mais sur cette séquence-là, comment on peut intégrer la prise d'information et de décision? Donc, tout ce qu'on faisait, on se disait, mais comment on peut faire travailler la prise d'information et de décision qui, pour nous, est une variable centrale dans la réussite et dans le développement du joueur? Ben, par exemple, on se mettait en face de l'échelle de rythme. Alors, on n'amenait pas le matériel parce que je voulais pas être là-dedans. Je voulais pas amener mon matériel avec les lampes lumineuses, etc. On prenait des coupelles et mon assistant, il se déplaçait. Voilà, et on avait 2 lignes de joueurs. Et en fait, il montrait les coupelles, jaune, rouge, bleu, et le garçon, quand il montait sur l'échelle, donc déjà, tu vas en orienter le regard vers devant, parce que souvent, les joueurs ou les joueuses vont regarder le sol, c'est pas ce qu'on recherche, c'est qu'on cherche à mettre en place de la motricité avec un regard qui est projeté vers devant. Donc, le fait de mettre une coupelle de couleur amène et répond à cette problématique-là qui est de projeter le regard devant, donc de prendre l'information. Et on travaillait sur les coupelles, jaune, rouge, bleu, et on se déplaçait partout. Et puis aussi, on travaillait avec des chiffres. On montrait le chiffre 2, 3, et donc les joueurs, quand ils passaient, ils annonçaient 2, 4, 6, on leur faisait faire des additions, on leur montrait sur un papier, on avait créé des feuilles, 5 plus 2, 4 plus 8, etc. Et on était tout le temps là-dedans,
Et ça montre bien qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin d'avoir un appareil qui coûte 10 000 euros et que c'est l'entraîneur qui doit, par rapport à aussi ses convictions, se creuser la tête, faire du jus de cerveau et de se dire comment je peux, sur chaque procédé d'entraînement, répondre à la philosophie que j'ai. Et la philosophie, pour moi, c'était les informations et de décision dans tous les processus d'entraînement. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et puis ensuite, tu vois, on a lu, et en quoi, tu vois, là, on parlait de la psychologie du sport, la connaissance théorique, il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui s'est intéressée, si tu veux, à les mouvements oculaires des joueurs de foot. Ok. Les mouvements oculaires, donc c'est ce qu'on appelle l'eye tracking, c'est-à-dire qu'on met des lunettes et on enregistre en fait les mouvements oculaires et on va pouvoir mesurer en fait la latence, c'est-à-dire le temps qu'en fait la rétine est mobilisée sur une information. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le fait de faire du travail avec des chiffres, 2 plus 5, etc., c'est ce qui était démontré dans l'étude, ne répondait pas en fait à ce qui se passe dans la situation de compétition. C'est-à-dire que le traitement cognitif de la prise d'information de 2 plus 5, en fait, c'est beaucoup trop long. Ça ne se passe pas Ok. comme ça dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est la couleur, en fait. Donc, en fait, par exemple, nous, on a fait évoluer le processus d'entraînement en disant, bon, on arrête avec les chiffres parce qu'on a lu cette étude-là avec les gamins et on va que travailler avec des chasubles de couleurs ou des coupelles de couleurs. Parce qu'en fait, le temps de prise d'information sur une couleur, c'est ce qu'on va retrouver in situ dans la situation de compétition. D'accord, oui. Et oui, et ça, c'est des petits ajustements, comme tu dis, qu'on peut faire, enfin, me semble-t-il, ouais, j'imagine, hein, avec juste une information simple, un traitement. C'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que penser que travailler la prise d'information et de décision, ce n'est qu'une affaire de spécialiste, c'est faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut comprendre ce que c'est que le couplage perception-action. Et derrière, c'est à l'entraîneur, quel que soit le niveau, s'il pense que c'est fondamental, et ça l'est. Je veux dire, on voit bien qu'aujourd'hui, la différence entre un bon joueur et un moins bon joueur, c'est uniquement dans ses aspects décisionnels. Et donc, de facto, bah, si on croit vraiment en ça, c'est comment au quotidien, dans ce que je propose, je peux intégrer ces aspects-là. Ouais, tout est question de, comme tu disais, de prendre de la hauteur pour construire un projet de performance C'est ça. et tout mettre autour de ces paramètres-là. Et je vois Et, que, comme et- tu disais, ça prend du temps, et malgré tout fondamental. ouais, ça prend du temps, mais tu vois, au final, en termes de méthodologie, si l'entraîneur il pense que la prise d'information et de décision, c'est fondamental pour amener ses joueurs à performer, alors je vois pas comment un entraîneur, même de basket ou n'importe qui, pourrait penser l'inverse. Mais bref, s'il pense que c'est fondamental, la question qui doit se poser, c'est comment au quotidien, dans ce que je propose, enfin, est-ce que ce que je propose au quotidien à mes joueurs répond à cet enjeu-là, à cet objectif-là? Par exemple, sur une mise en train, nous, ce qu'on appelle dans le football une mise en train, c'est-à-dire une mise en train, c'est-à-dire un échauffement avec ballon, direct, on commençait sur les approches décisionnelles. C'est-à-dire qu'on travaillait avec des jeux de chasuble différents, il y avait des consignes, venir trouver un joueur, un partenaire qui a la même couleur que soi, puis ensuite on montrait des coupelles à soi et on variait les hauteurs aussi de coupelles. Tu vois, on pouvait donner des informations devant, on venait toucher la coupelle avec le pied pour amener aussi en fait le joueur à prendre d'autres informations. Parce que par exemple sur le foot, clairement, dans est-ce que je vais faire la passe, est-ce que je vais centrer, est-ce que je vais faire un dribble, l'information elle se prend par rapport au positionnement des hanches en fait du joueur Ok. et de l'orientation de ses genoux. Donc tu vois, on variait aussi les amplitudes de prise d'information pour repositionner le joueur dans ce qu'il va avoir à faire en fait dans son match, dans la situation de compétition le week-end. Mais tu vois, dès la mise en train, on était sur cette logique-là qui était de prendre l'information et traiter les informations qu'on propose. Oui, Tu vois, d'accord. si je refais le lien tout à l'heure, de dire en basket, bon les gars ou les filles, récup, lancer franc, pour moi ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le lancer franc, si on veut être fort au lancer franc ou à droit, au lancer franc, il faut se poser la question de quand est-ce qu'intervient un lancer franc. Et un lancer franc, il intervient lorsqu'il y a une faute. Donc ça veut Oui. dire que souvent, tu peux avoir mal, il y a un coup, tu es en colère parce que tu as mal, tu es en colère parce que le panier il était facile et qu'au final, on te met sur la ligne des lancers francs. Donc au moment où tu arrives sur les lancers francs, tu es en colère, tu as mal, tendu. Et là, il Oui, faut il y a être du capable sport. de mettre le panier. Voilà, il faut être capable de mettre le panier. Donc, c'est pareil, tu vois, est-ce que le fait de dire, et on voit souvent, moi j'ai assisté à des entraînements chez les professionnels, récup, lancer franc. Au moment, en fait, on prépare un joueur à être adroit au lancer franc et à mettre son lancer franc en situation de compétition de tension, si à chaque fois, durant toute la semaine, on le fait travailler en disant, lancer franc, c'est récup, les gars, à 80 pulses.
Ouais, il y a pas de transfert, enfin, ça paraît, oui, compliqué d'avoir un transfert, tel quel, même si c'est une habileté fermée finalement. Ouais, c'est une habileté, fermée, mais en tout cas, l'environnement dans lequel va s'exprimer l'habileté fermée est un environnement bien spécifique et donc c'est une habileté fermée, c'est une tâche de motricité fine, mais dans lequel, en termes de pulsation cardiaque, en termes de tension musculaire, on est dans des registres qui sont tout sauf de la récupération. Donc, Oui. si je n'entraîne mes joueurs ou mes joueuses au lancer franc que sur des phases de récupération, parce que le coach il dit ah bah tiens, pas très lancer franc là, au lieu qu'elles aillent papoter, je les mets au lancer franc. Est-ce qu'on les prépare à mettre le lancer franc en situation de match en proposant ce cadre-là? Bah, je vous laisse y répondre. Ouais, ouais, c'est la question reste ouverte, ouais, et connaître sa pratique, ou les exigences, de compétition de la pratique pour pouvoir au mieux les retranscrire alors. Exactement. Non, non, bah, écoute Julien, c'est vrai que comme tu disais, on pourrait en parler longtemps, longtemps, mais, bah, merci beaucoup en tout cas, c'était Bah, c'était top. plaisir. C'était un plaisir. Moi aussi, Moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que je parle rarement en fait de ma pratique. Moi, mon contact, c'est les entraîneurs, c'est les athlètes de haut niveau, donc je suis pas là pour leur raconter tout ça. oui. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir être questionné sur son métier, faire des échanges de pratique. Donc j'ai passé un super moment et je t'en remercie. Eh ben, c'est moi, merci beaucoup parce que c'est vraiment, très instructif et puis, voilà, ça me projette sur pas mal de questionnements aussi, pour la suite, à mon niveau en tous les cas donc, Donc tu es en train de me dire que la séance que tu avais écrite ce matin, tu vas peut-être faire quelques ajustements alors. ouais, c'est possible, tu vois, rien que si tu veux préparer un week-end ou par exemple, si j'ai une équipe qui défend assez dur et qui parfois à la limite tout ça, il faut que je le fasse, il faut que je puisse, mettre un peu plus ça en avant, sur les séances d'entraînement qui préparent à la rencontre, quoi. Mmh. Ce genre de situation-là, ou transiter plus vite pour une équipe qui transite vite, ouais, ça me fait aller au-delà, Ouais. encore de pouvoir un peu être plus Alors, spécifique. Alors, si je peux me permettre, je rajouterai un dernier point. Tout dépend Ouais, aussi du niveau auquel on coach. Parce que ça aussi, pour moi, ça peut être le piège. C'est que dans les catégories jeunes, me semble-t-il, il ne doit pas y avoir, mais ça c'est mon point de vue, il ne doit pas y avoir d'adaptation de l'entraînement par rapport à la catégorie que j'entraîne, par rapport à l'équipe que je vais rencontrer, ouais, que pardon. Voilà. ouais, ouais, Pourquoi? Parce que pour moi, dans les catégories jeunes, on est sur un référentiel de compétences. C'est-à-dire que quelque part, il y a une grosse boîte à outils et l'enjeu, c'est de la formation et c'est de faire en sorte qu'à la fin de l'année, toutes les jeunes filles ou tous les jeunes garçons, ils aient balayé l'ensemble de la boîte à outils qu'on avait préparée en début de saison. Souvent, c'est pas fait. Pourquoi? Parce que l'entraîneur, il se retrouve vite l'entraîneur éducateur, vite dans une logique de performance. Parce que c'est ouais, ça aussi. On se rend bien compte qu'en basket, un entraîneur, un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui gagne. Voilà, et les entraîneurs ont bien compris que s'ils voulaient faire carrière, il faut être capable de gagner chez les cadets France. Et quand on gagne chez les cadets France, on va chez les espoirs. Si on gagne chez les espoirs, on devient assistant, Pro B, etc., ou Pro A, et c'est comme ça qu'on construit une carrière. Et ça, pour moi, quelque part, c'est une hérésie complète. Chez les catégories jeunes, quelque part, on ne doit pas proposer un contenu d'entraînement en lien avec l'équipe qu'on va jouer. Ce qui est complètement différent après du haut niveau, où je te rejoins, c'est que sur le haut niveau, si on a une équipe qui attaque comme ça ou qui défend comme ça, il faut préparer la stratégie. Mais pourquoi je te dis ça? C'est que si très vite on bascule sur gagner, en fait, le référentiel de compétences, il y a plein de choses qu'on ne va pas faire. ouais. Parce qu'on va se centrer sur uniquement les qualités de sa propre équipe. Et donc, on va en oublier de balayer l'ensemble de contenus qui participent au processus de formation des joueurs et des joueuses. Donc, voilà, c'était le petit bémol, c'est de dire, pour moi, tu vois, avant l'espoir deuxième année, il ne devrait pas y avoir, en fait, de coaching en lien avec ce que nous propose l'équipe adverse pour gagner. On doit être dans un processus de formation. Parce que oui, tu voulais peut-être, terminer avec quelque chose, Non, c'était un plaisir, on pourra en parler, voilà, pendant ouais, des heures. Je crois que ce qui est important, c'est de questionner sa pratique. Voilà, je ne sais pas qui écoutera ce podcast, probablement des entraîneurs, mais c'est de questionner sa pratique et de se dire: «Est-ce que ce que je propose au quotidien répond bien aux objectifs que je me suis, aux objectifs que je me suis fixés?» Et quelque part, ça doit être la question qui devrait se poser chaque entraîneur avant de projeter sur papier sa séance du soir. De dire: «Est-ce que ce que je suis en train d'écrire là, ce que je vais leur faire faire, répond bien aux objectifs que je me suis fixés?» Donc ça pose la question déjà de définir des objectifs et puis ensuite de définir aussi une fil conducteur, de son trimestre, de sa première partie de saison. Et si la réponse est non, ben ça veut dire qu'il faut que je change d'exercice, de situation ou de jeu
et que je fasse preuve d'ingéniosité. Et qu'il ne faut pas non plus penser qu'on peut faire du travail de haut niveau. Que pour faire du travail de haut niveau, il faut avoir des technologies de pointe, etc. Non, il faut faire preuve de créativité.